Merci de nous recevoir chez vous. Vous êtes sur la télévision togolaise et vous faites bien car c'est l'heure du sport. Après celle avortée le 2 novembre 2024, l'Assemblée générale ordinaire élective de la Ligue régionale de football Lomé Golf a finalement été tenue le samedi dernier avec l'élection de Amenti Kodjo Valentin de la liste Nouvelle Dimension comme président à la tête de la dite Ligue. Dans cette édition, nous recevons le nouveau président élu pour en savoir davantage sur sa vision, pour ne pas dire son projet pour redynamiser le football dans la Ligue. Monsieur Amenti, bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Comment vous allez? Je me porte très bien. Et votre week-end? Ça a l'air d'aller. Voilà, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. À moi plutôt de vous remercier. Voilà, nous l'avons tous appris le week-end dernier à travers les réseaux sociaux, le décès à Accra au Ghana du boxeur nigérien surnommé Sossès, un drame survenu au cours d'un combat non homologué selon les informations. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation? Quelle est la part de responsabilité de l'athlète ainsi que de son staff? Et quelles sont les conditions requises pour un athlète avant d'entamer une compétition sportive ou un combat? Autant de questions qui feront objet d'échanges au cours de ce magazine. Et pour cela, nous recevons également sur le plateau Monsieur Adoté Kpakpo. Il est le président de la Fédération togolaise de boxe. Monsieur Kpakpo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, merci. Comment vous allez? En pleine forme, par la grâce de Dieu. J'espère que votre week-end a bien démarré. Elle a bien commencé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Enfin, après plusieurs semaines de répit, le championnat national de football de première division, la D1, le NATO, reprend ce week-end avec la phase retour, notamment les affiches de la 14e journée qui se disputent aujourd'hui et demain à voir également. Amis sportifs, bonsoir. Ravi de vous retrouver une fois encore pour ce nouveau rendez-vous de décryptage de l'actualité sportive de la semaine d'ici et d'ailleurs. Bienvenue dans votre magazine Sport et détente de ce samedi. Avant de rentrer dans le vif du sujet de ce magazine, nous suivons à présent ce sport sur la journée internationale du sport au service de développement de la paix qui a lieu demain à Amo-Oglo. Chaque 6 avril, le monde entier célèbre la journée internationale du sport au service du développement et de la paix. Après Dikpeleou en 2022, Toou en 2023 et Bassar en 2024, la ville d'Amou-Oblo, dans la préfecture de l'Amou, accueille l'édition 2025 placée sous le thème « Le sport au service de l'inclusion sociale ». Au programme, formation des messagers communautaires de la paix par le sport, courses cyclistes, finale de la Coupe du 6 avril et autres activités ludiques diverses. Population d'Amou et de ses environs, sortons massivement ce dimanche 6 avril 2025 sur le terrain du lycée d'Amou-Oblo à partir de 13 h pour célébrer la magie du sport au service du développement et de la paix. Ensemble, faisons du sport un outil efficace d'inclusion sociale. Voilà pour ce qui est de cette journée internationale du sport au service de développement de la paix qui a lieu demain à Amo-Oglo. Je le disais tout à l'heure, le sport de haut niveau et en particulier la boxe impose aux athlètes un engagement physique et mental. La pratique de la boxe, bien qu'exigeante, peut devenir dangereuse si elle n'est pas encadrée de manière stricte, notamment en ce qui concerne l'hygiène de vie. La récente tragédie de la mort du boxeur nigérien lors d'un combat non homologué soulève des interrogations sur les conditions de la pratique de la discipline et la gestion de la santé des boxeurs. Plus de détails avec Sergine Raimondo. Pour devenir un athlète de haut niveau dans les disciplines de combat, en l'occurrence la boxe, l'endurance, la condition physique et mentale seules ne suffisent pas. Il faut y ajouter une bonne hygiène de vie d'après les spécialistes du domaine. Derrière chaque coup porté sur le ring, c'est des heures de préparation et de sacrifice. Pour un boxeur, l'entraînement ne se résume pas à taper dans un sac de frappe ou enchaîner les rounds.
Avant tout, un sportif doit observer une hygiène de vie digne de ce nom. Un athlète, pour être performant, pour rester longtemps au haut niveau, pour être efficace, doit savoir s'alimenter. S'alimenter pour couvrir ses besoins, s'alimenter pour rester performant. On doit prioriser l'eau potable comme la principale boisson. On ne doit pas s'utiliser n'importe comment, aller dans des fêtes, faire des résistances, dépenser beaucoup d'énergie. Il doit avoir une durée de sommeil suffisante aussi. Outre cela, la gestion du stress et le manque de concentration peuvent être fatales pour le boxeur. Le cas, par exemple, du pugiliste nigérian, ancien champion de l'Afrique de l'Ouest des poids lourds légers, Segun Olarewanju, décédé en plein combat le 29 mars dernier au Ghana. C'est un de nos frères, un bien-aimé, un champion. Ça nous a fait beaucoup mal. On ne sait pas ce qui s'est passé. C'était un combat que je n'ai jamais vu. Peut-être c'est un antidopage ou bien la personne est malade avant de faire cette compétition. Et quand vous regardez un peu le combat, et le boxeur, à quelque part, on peut dire qu'il est tombé sur arrêt cardiaque. Parce qu'il n'a pas eu de coup. Il n'a pas eu de coup du tout. Et sa manière de tomber même au sol, c'est comme un sac qui est tombé et avec un poids très lourd. Et quand il est tombé, vous allez voir son mouvement au sol. Après avoir chuté au sol, il a fait un tour. C'est ce tour-là, on pouvait l'éviter. On pouvait l'éviter parce qu'une fois au sol, même si c'est arrêt cardiaque, rapidement, l'arbitre doit agir. Il doit agir, il n'a plus besoin de compter parce que c'est déjà un cas très grave. Il dit stop, one, il met fin au combat et rapidement il va au chevet de l'athlète. Cette tragédie met en lumière les dangers liés à l'absence de régulation et de contrôle et surtout la question des combats non officiels très souvent organisés sans surveillance médicale et sans protocole de sécurité. Le sportif, c'est quelqu'un comme les autres qui peut avoir un problème de santé, notamment le cœur qui supporte tous les efforts que nous faisons. Et donc, on peut, par le suivi médical régulier, mettre la main sur un problème. Et quand bien même le sportif, au départ, a été apte, parce qu'on n'avait rien trouvé, l'état de santé de chacun, c'est quelque chose qui est susceptible d'évoluer. Donc, on doit répéter ce suivi médical-là. C'est sûr que cet athlète-là n'est pas suivi médicalement. Quand on dit déjà 40 ans, à le voir physiquement, celui-là n'a pas 40 ans. Il ne faut pas tricher en matière de sport. Nous devons tout faire pour qu'aujourd'hui nos athlètes ne trichent pas. Quand tu triches et tu as l'habitude de tricher, ça va te rattraper. Le gouvernement togolais attache du prix à tous les contrôles médicaux nécessaires avant la participation des athlètes aux compétitions nationales et internationales. Aujourd'hui, les efforts sont en train d'être faits au Togo et normalement, on ne devait pas avoir ce genre de problème. Pour sortir du pays, il faut adresser une demande d'autorisation légale. Tu as introduit une demande à la fédération et la fédération essaie d'aviser son ministre de tutelle et tout le monde est branché que tel Togolais veut sortir de son pays. S'il était dans ce sillage-là, je suis sûr que son pays va rentrer en jeu. Maintenant, il est sorti illégalement et voilà comment il a perdu sa vie. Et aujourd'hui, quand ils ont fait recours au Nigeria, les gens ne savent pas qu'il existe. Et voilà le sort qui s'est réservé à ce dernier. Nous devons tout faire. Ça peut arriver à n'importe qui et à n'importe quel moment, mais nous devons, nous techniciens, de faire tout pour stopper ces cas de situation. Le chemin d'un boxeur est semé d'embûches, mais avec une hygiène de vie rigoureuse et une préparation adéquate, celui-ci en particulier et les autres athlètes en général peuvent éviter de nombreux risques et s'assurer une carrière longue et prospère. La clé réside donc dans l'équilibre, la discipline et le respect des règles, tant sur le plan physique que mental. Presenting to you the one and only Gabriel Oluwasengu. Oui, voilà, Président, je le disais dans le sommaire, on l'a tous appris le week-end dernier sur les réseaux sociaux, le décès de ce boxeur nigérian-là. Alors,
Quand vous avez vu l'information sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que cela vous a fait? Quelle analyse vous faites de la situation? Merci madame. Permettez-moi quelques secondes d'abord de présenter toutes mes félicitations au président qui vient d'être brillamment élu le week-end passé. Président Amenti. Et nous le félicitons et nous comptons sur lui pour relever le niveau du football dans notre grande région Grand Lomé. Et ce qui concerne, nous avons tous déploré, paix à son âme. D'abord, j'étais choqué. Immédiatement, ce message, je l'ai partagé immédiatement sur nos plateformes. Parce que nous avions aussi certains acteurs qui aiment organiser ce type de combat. Quand nous leur disons arrêtez, ils ne refusent pas. Si vous permettez, j'irai tout droit au but. Un gala de boxe n'est pas comme un match de football. Vous pouvez rencontrer un nombre de petits détails, petites corpulences, peut-être le poids, je ne sais pas, à peine 50 kilos, qui peut jouer avec un gaillard de 100 kilos. Mais en boxe, cela n'existe pas. Il doit avoir un équilibre de poids quelque part entre les deux adversaires. D'où les catégories. Une catégorie de poids coq ne peut pas rencontrer poids moyen ou bien poids lourd. D'abord, ça se passe. Mais avant d'y arriver, chaque année, il doit avoir eu visite médicale. Et c'est là aussi, je dis tout de suite, un grand merci à notre Madame le ministre des Sports et des Loisirs et à notre médecin, Dr Kpata, ils nous ont mis à notre disposition un carnet médical où il y a presque toutes les analyses que nous devons faire. Ces analyses ne sont pas exhaustives, mais c'est le nécessaire pour voir si l'individu ou bien la personne qui veut pratiquer quel type de sport est apte. Récemment aussi, on nous a formés ou bien mis à notre disposition la psychologie du sportif. Je pense que déjà, c'est des grands pas pour nous accompagner. En boxe, début d'année, on doit faire systématiquement, obligatoirement, la visite médicale. Le minimum qu'on devait faire, la prise de tension, le poids, et au niveau de sang, on doit faire aussi le ECG. Le ECG pour voir le fonctionnement du cœur. Et contrôler au niveau du sang, on doit faire les analyses de l'hépatite et surtout de VIH. Pour voir le minimum, c'est ça. Maintenant, avant chaque gala, la visite médicale encore obligatoire. Maintenant, si après un combat, un boxeur a été KO, ou bien par l'arrêt de l'arbitre, on met au repos ce boxeur au moins pour 3 mois. Avant de reprendre le combat, on fait le IRM ou bien le ECG, pas ECG, électroencéphalique du cerveau, pour voir s'il est déjà bien en forme. L'ophtalmo doit le regarder avant de reprendre. Ce qui s'est passé, c'est choquant. Personne ne sait où se trouve aujourd'hui la responsabilité. Justement, on se pose la question, quelle est la part de responsabilité de l'athlète? C'est un combat professionnel. Avant qu'un boxeur professionnel ne monte sur les rings, il y a des préalables. Ces préalables, d'abord, ce n'est pas à lui directement d'aller signer le contrat. Le match s'organise pour lui par son manager. Le manager avec le promoteur, ils s'entendent sur le montant et il va ici. Et en prélude, il y a toujours visite médicale et la pesée. Oui, d'après les informations aussi qu'on a recueillies, ce qu'on a lu sur les réseaux sociaux, d'abord le combat pour lequel il est allé au Ghana, il a raté ce combat-là parce qu'il a raté le pesé avant le combat. Il a raté normalement. Ils sont censés retourner, mais il a dit, il a vu son staff en disant que bon, je n'ai rien dans la poche, je ne peux pas retourner au Nigeria sans rien. Donc, négociez-moi un combat. Donc ça aussi, ça soulève quelque part les conditions des athlètes en Afrique.
Oui. Oui, ce que vous dites est pertinent. Et je ne vais pas me voiler les faces. Nous-mêmes, au Togo, ici, nous avons nos athlètes qui traversent la frontière au Ghana, ou qui participent à des compétitions non homologuées. Nous, les interdictions, ils continuent. Récemment, on a aussi un groupe qui ont formé une association qui veut organiser un gala du 27 avril sans l'aval de la fédération. Y aura-t-il visite médicale? Y aura-t-il des pesées? Tout ça, là, nous interdisons. Mais ils s'entêtent, ils continuent. Nous ne voulons pas arriver là. Il faut que ça s'arrête. C'est très important. Le ministère l'a dit, il faut suivre tous ces règlements. Le docteur vient de parler. C'était clair. Il faut suivre les athlètes. C'est très important. Oui, mais Président Amenti, oui, vous aussi, vous avez eu vent de cette triste nouvelle qui est arrivée le week-end dernier. Quelle analyse vous faites de ça? Vous venez de le dire, je dirais d'emblée que c'est une triste nouvelle, comme vous venez de le dire. Et des fois, on dit, il y a un adage qui dit la faim chasse le loup hors du bois. Ça veut dire que la nécessité contraint les gens à faire ce qui n'est pas de leur goût. Justement. Vous avez dit tout à l'heure qu'il avait raté un combat. Et la question qui s'est posée, il n'a rien. Qu'est-ce qu'il faut faire pour joindre les bouts? Ce qui l'a amené à initier ce projet de combat. Voilà que le mal est arrivé. Et il y a aussi un manquement dès le départ. Les autorités ne sont pas saisies de ce combat. C'est aussi un manque. Donc il faut éviter ce genre de situation, faire toutes les formalités nécessaires, avoir l'autorisation de sortie et avoir derrière toi un support qui te permet d'agir et en cas d'éventualité, tu te trouves acquis de droit. Donc ça fait que voilà, la situation s'est posée et la responsabilité est directement endossée à lui et à son équipe qu'il avait amené là-bas. Donc il faut éviter ce genre de choses. Je pense que le président de la fédération de boxe vient de le dire. Et il faut qu'il veille à ces situations, que cela ne se reproduise pas ici au Togo. Voilà. Oui, président. Quelque chose. Allez-y. Et là aussi, notre directeur technique national a brossé un tout petit peu. Chaque combat de gaz, de boxe plutôt, doit être sécurisé sanitairement. Il doit avoir une ambulance médicalisée, équipée. Normalement, si un médecin de ring est là, bien formé, on devait le prendre immédiatement. En place, sur place avant de l'amener à l'hôpital. Et le gars-là aussi doit être assuré. Je me demande si ce gars-là a été assuré. Le bosseur d'abord doit être assuré. Son équipe doit être assurée. Même le gars-là, les organisateurs doivent l'assurer. Ça peut ne pas être les boxeurs, ça peut être un spectateur. Comme je dirais après. Nous avons la chance. Le ministre a assuré tous nos boxeurs. Licenciés, je dis. Si vous êtes licencié et vous suivez les règles, il n'y a aucun problème. Vous serez, si je ne le souhaite pas, ça peut y arriver blessé. On saura comment vous accompagner. Mais nous-mêmes, au niveau de la fédération, à chaque gala, nous faisons ce qu'on appelle assurance à responsabilité civile. Pour couvrir tout le gala, s'il y a quelque chose, nous savons que, au moins, nous serons protégés. Voilà. Et aucune activité ne se fait, aucun boxeur ne quitte le pays pour aller boxer quelque part au niveau de la fédération sans que nous n'informons pas l'autorité. Voilà. Président, maintenant, on va s'intéresser à vous, à votre discipline. Comment se porte la boxe au Togo aujourd'hui? Aujourd'hui, je le dis toujours que la boxe, malgré les difficultés, la boxe togolaise se porte très bien. Et nous sommes au début de cette année. Le ministère a mis à notre disposition un programme quinquennal
non, quadriennat plutôt, que nous avons présenté. Et très bientôt, nous avons commencé les activités depuis janvier. Mais très bientôt, cette année serait consacrée à la formation. Formation des entraîneurs, formation des journalistes, parce que nous savons que la plupart de nos journalistes sportifs ne maîtrisent pas tellement ce que c'est que la boxe. Et nous allons les former et pour que nous puissions vraiment accompagner nos boxeurs. Cette formation est très capitale. Et nous voulons aussi cette année amener encore la boxe au niveau scolaire, la boxe éducative au niveau des cours primaires et au niveau de l'armée aussi. Si plaît à Dieu, si le chef d'état-major général décide, il y aura une partie de l'armée qui sera formée et là va commencer la boxe au niveau du sport militaire. Voilà, on comprend que c'est un projet, un vaste projet, un projet ambitieux. Oui, un autre grand projet derrière. Et bon, je me demande, il faut commencer maintenant, il faut attendre les élections communales d'abord, parce que nous voulons que chaque commune ait un club de boxe. 117 communes, 117 clubs de boxe. Ainsi, nous pourrons vraiment promouvoir et développer ce sport. Parce que le Togolais est résilient, le Togolais est fort. Vous connaissez nos anciens, Bosso Azizan, Upalongo, Dafo Balogu, ce sont des grands boxeurs. Nous devons préparer leur relève. C'est vrai que nous avons pris un peu de retard. Je pense que nous allons rapidement commencer pour que le Togo ait encore de grands boxeurs, de grands médaillés pour notre pays. Oui, vous venez de citer des noms qui ont fait régner ou bien briller la boxe togolaise tant sur le plan national qu'à l'international. Alors, est-ce qu'il y a-t-il un projet actuellement à l'endroit de ces anciens boxeurs-là ils sont là juste, il n'y a rien qu'à faire à leur endroit? Un projet, bon, nous avons essayé de mettre une caisse sociale, mais c'est difficile de le remplir. Mais c'est ponctuellement, nous pouvons venir à leur aide. Vous savez, ils ont boxé, ils ont travaillé. Qu'est-ce qui a manqué pour que cette caisse sociale-là puisse prendre? C'est quoi c'est le financement. Il faut que nous nous occupions de ceux qui sont en actif pour pouvoir après s'occuper de ceux qui sont passifs. Mais, excusez-moi, le sport, je ne sais pas, le sport n'est pas ingrat. Chaque sportif, au moment où il est actif, doit passer à sa retraite. C'est ce que nous voulons faire aujourd'hui avec nos athlètes, les boxeurs. L'éducation, si vous ne pouvez plus continuer les écoles, au moins avoir un métier. Ou bien vous voulez continuer dans la boxe, vous vous formez, comme les footballeurs ou bien les anciens le font. Vous êtes entraîneur, arbitre, juge, ou il y en a plein. Finir et ne rien faire, s'asseoir que la fédération viendra vous supporter, ce serait difficile. Je pense que c'est la même chose pour toutes les fédérations. Donc c'est là que nous devons pour préparer une carrière pour nos athlètes. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous restez avec nous et on poursuit le magazine. Je serai avec mon président. Voilà. Je le disais tout à l'heure dans le sommet. Après celle avortée le 2 novembre 2024, la Ligue régionale de football Lomé Golf a finalement tenu samedi 29 mars dernier au siège de la Fédération togolaise de football son assemblée générale ordinaire et élective. À l'issue des travaux, Monsieur Amenti Valentin Kodjo de la liste Nouvelle Dimension a été élu à la tête du bureau exécutif de 12 membres de la dite Ligue pour un mandat de 4 ans. Laurent Roumavo pour le compte rendu. Amenti Kodjo Valentin de la liste Nouvelle Dimension est le nouveau président de la Ligue régionale de football Lomé Golf. Après l'assemblée élective suspendue le 2 novembre 2024, il restait 3 candidats en liste sur 4. À l'issue du vote par scrutin de liste, sur 53 voix exprimées, Amenti Valentin et sa liste
remporte 29 voix contre 24 pour son potentiel challenger Antonio Tete Amouzou, tandis que Pochona Solim Carlos s'en sort avec 0 voix. Mission accomplie donc pour la commission électorale. Vous savez que le processus s'est arrêté le 2 novembre. Et suite à cela, la commission de recours a demandé de reprendre là où ils l'ont laissé. Au décompte, nous avons sur les 59, il y a 6 absents. Donc le corps électoral est de 53. Et on est allé directement au vote. Et le résultat, vous le connaissez. Le président Ameti Valentin est élu. Le cas du président Pochona, à ce jour, honnêtement, nous n'avons pas reçu de courrier de démission. Donc nous avons expliqué à l'Assemblée que n'ayant pas reçu de courrier de démission, nous ne pouvons pas le disqualifier. Et aujourd'hui ici, c'était lui qu'on a voté 29, tant bien même qu'il n'était pas dans la salle, il devait être déclaré élu. Les réformes administratives et la formation des différents acteurs restent une préoccupation du nouveau bureau élu. Il ne s'agit pas seulement de se prononcer pour être un président, mais il faut savoir que ce qui t'attend est lourd. Et notre football est complètement à terre et nous avons une lourde responsabilité de tout faire pour le remonter. Donc la tâche ne serait pas facile et je sais qu'avec tout le monde, tous ceux qui sont impliqués dans le football, ensemble on va relever ce défi. Le premier chantier, c'est la formation. D'abord, il faut commencer par là, dans divers domaines, au niveau de l'arbitrage, au niveau de l'organisation, au niveau des entraîneurs, au niveau des encadreurs, au niveau des secrétaires généraux. Il faut prendre d'abord ce chantier et maintenant revenir pour la restructuration de la Ligue même. Le candidat Antonio Amouzou Tete reconnaît sa défaite et félicite l'heureux élu, signe d'un lendemain meilleur pour la Ligue. Je félicite vos présidents élus. Ce sont les circonstances dans lesquelles cette élection s'est déroulée. Moi, je considère que, en tant qu'ancien joueur, que cette élection est un match de football que nous avions joué et le fair play doit prévaloir. Je suis toujours dans cette dynamique. Si Ameti, nouveau président élu, m'invite, pourquoi pas? Nous sommes dans le sport, on va travailler ensemble. L'essentiel que les activités reprennent à la Ligue. L'équipe Ameti Valentin, composée de 12 membres, veillera à la destinée de la Ligue régionale de football Lomé Golf pour un mandat de 4 ans. Écoutons à présent les réactions des délégués par rapport à leurs attentes à l'issue des travaux, toujours au micro de Laurent Roumavon. Du nouveau président, je pense que vous savez que c'est une élection de la Ligue et les prérogatives qui incombent à la Ligue plutôt sont claires. C'est le football à la base. Il faudrait que les compétitions au niveau de la Ligue Lomé Golf de football puissent quand même reprendre, que ce soit côté masculin ou côté féminin. Et aussi là aussi promis que au niveau des sports du football, des handicapés, je pense, il a eu à utiliser des termes là. Je pense que si il arrive à exécuter son programme de société, je pense que tout va quand même aller mieux dans la Ligue. Responsable d'un club, j'attends plus en fait que le nouveau président élu de la Ligue démarre en fait le championnat à la base en fait. En fait les jeunes, les U15, les U17, les U20, doivent être en branle. Puisqu'il y a au moins presque 17 ans, lorsqu'on prend depuis l'arrivée du Togui jusqu'à maintenant, il n'y a eu des championnats sporadiques. Alors on atteint un peu plus que la Ligue organise des championnats de jeunes. À Agoué, à Lomé Commune, il faut que ces jeunes-là, tous les mercredis après-midi ou les samedis matin, soient sur le terrain pour que le football roule au niveau de la base en fait. Le football féminin, ça ne prend pas trop comme on a envie que ça aille. Mais voilà, il faut que la Ligue maintenant retourne vers les clubs pour que les clubs puissent en fait investir au niveau du football féminin. Je crois bien que M. Ameti Valentin n'est plus à présenter, étant donné qu'il n'était pas encore à la tête de la Ligue, mais les actes qu'il a eu à déjà poser
en organisant par exemple le championnat féminin sur tout l'étendue du territoire. Et je ne suis pas sûre que maintenant qu'il est à la tête, il va abandonner tout cela. Mais plutôt ça va prendre de l'ampleur. Il y aura des championnats et ainsi de suite dans notre zone. Et des attentes des délégués à l'issue des travaux de cette élection. Oui, nous sommes toujours sur le plateau avec le président Aminti. Oui, président, le football dans la région Lomé-Golf regorge de nombreux clubs de jeunes talents. Quel est votre projet pour dynamiser le championnat régional? Merci madame. D'emblée, je dirais que notre projet serait basé sur l'administration, la formation et la compétition. De façon résumée, voilà à peu près ce qu'on peut développer. Voilà, il y a actuellement un manque criard d'infrastructures dans la Ligue. Voilà, quelle action concrète vous allez mener pour pouvoir corriger cela? Nous allons essayer de recenser dans notre juridiction les terrains qui y sont et évaluer leur état de praticabilité. Et par là, s'il faut aménager, il faut donner un coup de pouce à ceux à qui appartiennent ces infrastructures pour pouvoir les remettre en place, les aménager, parce que les compétitions doivent se dérouler sur ces terrains ou bien dans ces infrastructures. Donc, il nous faut d'abord chercher, récapituler, recenser, les aménager, les mettre à l'état d'utilisation avant de démarrer nos compétitions. Oui, on sait que la formation des jeunes est un enjeu crucial pour l'avenir du football togolais. Quelle sera votre politique en matière de formation et d'accompagnement des jeunes joueurs? La formation demande des moyens. Et nous allons essayer de mobiliser un peu de moyens et par là, commencer par former tous ceux qui sont impliqués dans le football, en commençant par notre administration d'abord, et essayer de mettre en place les commissions nécessaires pour le fonctionnement du football et former les secrétaires généraux des clubs, les présidents des clubs, les entraîneurs, et essayer de voir à peu près comment on va les enregistrer dans le Connect FIFA, parce qu'à ce jour, avec le temps, il y a des problèmes qui se posent quand ces joueurs arrivent à un âge donné et qu'on a voulu les utiliser, on se rend compte des problèmes de double nationalité, de changement d'âge, et tout ça là, il faut essayer de corriger ça à la base. Là, par là, si on les enregistre, on est sûr que maintenant ils vont évoluer avec même dénomination jusqu'à la fin de leur carrière. Et une fois formés tout, même les commissaires de match, nous allons les former pour que la compétition soit belle sur les terrains. Oui, Président, les clubs régionaux se plaignent souvent parfois du manque de financement. Alors, comment comptez-vous mobiliser des ressources pour assurer un bon fonctionnement de la Ligue? Bon, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes un démembrement de la Fédération togolaise de football. Et je crois qu'elle est consciente de la situation qui nous attend. Et elle ne va pas nous lâcher, elle ne va pas nous abandonner. Elle serait de notre côté pour faire ce qui est de sa possibilité. En dehors de ça, nous-mêmes, nous irons chercher des partenariats de gauche à droite pour pouvoir renfler notre budget, notre caisse, et afin de financer ces activités-là qui nous attendent. C'est une énorme activité qui nous attend. Nous allons essayer de faire le maximum possible pour redynamiser ce football à la base. Voilà, vous prenez... Quelque part aussi, j'aurais à dire que nous allons demander à l'État de nous accompagner, parce que des fois, au niveau des financements, certains partenaires sont réticents. Pourquoi? Parce que une fois qu'ils arrivent à faire sortir leurs fonds, je veux parler des entreprises qui peuvent nous accompagner, leurs dépenses, leurs financements, des fois, sont des charges. Des fois, ça dépend de l'importance de ce qu'ils ont fait sortir. Il faut que ces charges soient déductibles pour eux fiscalement. Voilà. Mais
des fois, lors d'un contrôle, on réintègre ces charges-là. Et ça fait que demain, si vous arrivez encore pour leur demander, ils ne veulent même plus. Ouverts pour parce vous que accompagner. C'est comme ils jettent pour rien. Donc si ces charges seront déductibles, ça va favoriser le financement de notre sport. Voilà, Monsieur le Président, on comprend, vous prenez la tête de la Ligue dans un contexte où le football togolais cherche à se structurer davantage. Voilà. Comment envisagez-vous la restructuration de la Ligue? La restructuration de la Ligue, elle est importante parce qu'on ne peut pas évoluer dans le désordre. Il faut mettre toutes les fonctions en place et les faire bouger, les faire travailler. À partir de là, nous savons que à ce jour, moi-même je suis un premier vice-président sortant. J'avais vécu 4 ans dans cette ligue et je sais ce qui manque, ce qu'il faut faire pour redynamiser notre administration, notre ligue. Donc par là, on va essayer de faire le maximum possible pour que tout soit en place pour favoriser notre fonctionnement. On aimerait savoir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement. Il faut des hommes dignes, sérieux. Nous irons les chercher. Ce sont des ressources rares parce que nous avons besoin des ressources humaines importantes, des moyens matériels, des ressources financières pour faire fonctionner notre administration. Donc, ce qui manque, vous l'avez déjà dit, il y a la finance, il y a les hommes dignes, sérieux, et il faut les matériels nécessaires pour fonctionner. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde, dans une globalisation où ce que vous faites ici doit être accueilli très loin, à l'extrême de ce monde. Donc il faut mettre en place les outils nécessaires de communication, de visualisation, nous permettant d'aller très loin. Oui, Président, comment envisagez-vous votre collaboration avec la Fédération togolaise de football? Très bien. Nous ne pouvons jamais évoluer sans la Fédération togolaise de football. Nous sommes son démembrement. La collaboration serait parfaite. Sans ça, nous aurons un échec. On ne peut pas s'en passer. Donc, on serait avec eux, les écouter, ils seront avec nous et nous accompagner à faire le maximum possible. Parce que notre réussite fait leur réussite. Oui, Président Adoté, vous avez un mot à l'endroit de... Je sais que vous l'avez déjà fait dès l'entame de cette émission, mais bon, en l'écoutant parler, qu'est-ce que vous pouviez lui dire? Oui, c'est comme s'il était là quand je vous parlais de ce soutien des entreprises. Oui. L'État seul ne pourra pas. Il faut que les sociétés, les entreprises, par un contrat en bonne et due forme, signé avec nous faire confiance, je pense que nous pouvons porter notre sport de très loin. Donc vous plaidez pour qu'il y ait une législation qui... spéciale des entreprises pour accompagner les... Regardez, notre football, la première division, et du deuxième, je crois également, n'est accompagné que par la Lonato et Togocom avant. C'est insuffisant. C'est très insuffisant pour notre championnat national. Et les autres fédérations aussi sont là. C'est vrai que de temps en temps, on a des accompagnements ponctuels, mais ce n'est pas global. Par exemple, j'ai un programme de 4 ans. S'il y a au moins 2 sociétés qui veulent nous accompagner sur ces 4 ans avec un suivi et évaluation, je pense que nous réussirons mieux. Voilà. J'appuie vraiment le président de la Ligue que c'est très important et pour qu'on puisse nous accompagner. Donc en même temps, c'est un appel que vous lancez, un plaidoyer que vous lancez à l'endroit des autorités. Merci beaucoup que vous avez lancé cet appel. Voilà. Oui, Président, on sait que le fair play et l'arbitrage sont souvent des sujets sensibles dans les championnats régionaux. Allez-vous proposer des réformes pour améliorer la qualité de l'arbitrage? Merci, toujours. Vous êtes bienvenue. Moi, je suis un arbitre. Oui. Et j'étais
ancien bureau, le président de la commission régionale des arbitres. On a essayé, on avait déjà enclenché des procédures de réforme et on est à l'étape, à une étape à ce jour. Mais Dieu merci que je suis encore revenu. On va continuer jusqu'à aller au bout de cette mission pour permettre à l'arbitrage togolais d'être plus sollicité qu'aujourd'hui. Ça ne peut aller que par la formation, le travail. Il n'y a que deux phases. Il y a la théorie et la pratique. La théorie, on va accentuer sur ça. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place un projet, ou bien nous développons déjà un projet qui va permettre à tous les arbitres d'élèves, districts, ligues et fédéraux de suivre le même cours au même moment et à la même minute sur toute l'étendue du territoire. La réforme, nous l'avons commencé à Lomé, Grand Lomé, puis c'est ce qui nous concerne. Et je pense que si on finit, on va me soumettre ça à la CCA, la Commission centrale des arbitres, qui va l'exploiter. Si le feu vert est donné, je pense qu'on aurait à utiliser ça sur toute l'étendue du territoire togolais. Parce que nos arbitres ne parlent pas le même langage. Au même moment donné, vous enseignez quelque chose aujourd'hui ici, d'autres enseignent l'autre de l'autre côté. On va faire la formation des formateurs, le même programme, le même développement. On parle le même langage pour que nos arbitres évoluent. Oui, Président, y aura-t-il des nouveautés dans l'organisation des compétitions régionales sous votre mandat? Le Malais qu'on n'a jamais fait de compétition. Et il y aura pas, on ne va pas parler de nouveautés, mais on devrait parler maintenant du démarrage. Et ça doit embrasser tous les niveaux. Je veux parler des seniors d'abord, puisque la Ligue régionale de football regorge 2 catégories de division. Et il y a la régionale 1, régionale 2. Et régionale 2 n'a jamais fait de compétition jusqu'à la fin de notre mandat. Maintenant, il y a le football féminin qui aussi n'a jamais fait d'activité. Donc, notre projet doit baser sur les 2 sexes, masculin et féminin. Moi-même, je suis le président d'un club féminin, l'État de la place, que vous connaissez très bien. Et on est en retard même par rapport au football féminin dans notre juridiction ici. On va essayer de donner le maximum de moyens à ce niveau pour que le football féminin fasse sortir des talents pour notre équipe nationale, parce qu'on est en retard. Bientôt, la génération qui est actuellement est en train de partir. Donc, il faut qu'on rattrape. La relève. Oui, il faut qu'on ait un retard. L'écart est déjà grand. Il faut qu'on aille vite pour pouvoir réduire cet écart et fournir des matières nécessaires à notre équipe nationale pour demain. À tout niveau donné, j'ai dit, on va jouer les U14. On veut commencer par là, soit 14, 15, et 4 ans après, à la fin de notre mandat, l'évaluation serait faite qu'on aura à préparer des joueurs capables de jouer la U20. Parce qu'on en a besoin. Et après, on embrasse U16 pour pouvoir alimenter les U17 que le Togo joue souvent. Et d'ici là, on aura à préparer. Eux, ils vont préparer, ils vont rentrer à la fin de notre mandat. On va les retrouver à jouer la U23. Et pourquoi maintenant rentrer à l'équipe phare. Donc voilà à peu près nos compétitions au niveau de chaque niveau et catégorie, filles comme garçons. Nous avons parlé de football des handicaps. Il le faut, parce que eux aussi, ils sont souvent intéressés au football. Mais il y a un carnaval de les conduire, de les intéresser, de les faire manifester leur volonté, ce qui est en eux, pour qu'ils se réjouissent aussi. Et c'est notre mission de le faire. On va essayer de faire quelque chose, vous allez voir, vous allez nous suivre et vous allez nous évaluer par rapport à ça avec le temps. Voilà qui est bien dit. Vous parliez tout à l'heure de la formation des arbitres et justement, ils se préparent activement pour la phase retour du championnat national de première division qui démarre aujourd'hui et prend fin demain. Donc, à l'occasion, un stage de 2 jours les a réunis le week-end dernier, si on peut avoir les images, à Lomé et à Kara. Il s'est agi de les outiller davantage pour une fin de saison bien réussie.
justement, pour joindre la pratique à la théorie, formateurs et stagiaires se sont retrouvés au stage de Kégué. Culture physique et démonstration ont meublé la séance. Nous retrouvons Tien Pioutuba. Après la salle, le terrain de jeu. À Lomé-Koma Kara, les arbitres et arbitres assistants sont soumis à la pratique. La séance est faite de démonstrations, occasion pour les stagiaires de prouver que les leçons apprises ont été bien assimilées. On fait, après l'échauffement, après quelques courses d'endurance, ne serait-ce que 30 minutes de course d'endurance pour développer un peu leur capacité respiratoire. Nous avons fait un peu d'exercices de renforcement musculaire, un peu d'exercices d'équilibre, et puis actuellement ils sont sur l'exercice intégré. L'exercice intégré veut dire on associe un élément technique au physique. La course de vitesse de l'arbitre n'est pas comme la course de vitesse de l'athlète. L'arbitre court pour aller prendre une décision, alors que l'athlète court pour finir sa course de vitesse. Les exercices sont appelés à faire des pas chassés. C'est pourquoi ce matin, nous avons fait aussi quelques exercices de pas chassés. Et d'ailleurs, pour les évaluer, il y a un exercice que nous appelons CODA pour les préparer au match. Nous sommes presque fin prêts pour la reprise du championnat sur le plan technique ou physique. Ce sont que des révisions. Jean-Claude et Wassiou peuvent témoigner de l'apport et de l'importance de cette séance pratique. Ça nous permet de corriger les lacunes que nous avons. À la reprise, nous promettons d'améliorer beaucoup de choses avec ces séances-là et nous sommes sûrs d'être à la hauteur des attentes de nos doyens lors de la phase retour. Les actions que nous avons eues à produire sur l'aire de jeu qui n'étaient pas correctes, les doyens, par rapport à ces actions, ont utilisé les nouveaux concepts pour nous corriger, pour nous dire ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire. Pour la phase retour, nous vous promettons qu'avec le peu de connaissances qu'on a eues depuis hier, nous allons parfaire nos performances pour que le public soit content en passant par nos doyens qui nous ont formés. Et tout le monde sera satisfait de nos prestations, y compris nous-mêmes. Une certitude naît quant à l'amélioration dans la prestation des arbitres pour la phase retour du championnat d'élite. Aujourd'hui, nous faisons ce que nous appelons dans le jargon arbitral l'exercice intégré. Ces exercices nous permettent de voir la réaction de nos arbitres face dans la surface de réparation, les décisions qu'ils prennent, comment ils les prennent-ils. Est-ce qu'ils sont au moment opportun, au lieu opportun? Tout cela, nous sommes en train de voir ça. Et comme il y a des corrections et des feedbacks instantanés, nous sommes en train de les mener en même temps pour pouvoir les amener à se corriger d'abord et à avoir le jeu dans leur champ de vision afin d'éviter les petites erreurs. Ce n'est pas mal, ce n'est pas mauvais ce que nous avons. Et je pense que si nous nous mettons au travail, sérieusement au travail, on aura un bon fruit et un bon résultat. Pour cette manche retour, tolérance zéro, et vous commettez une erreur, nous vous mettons de côté. Pour que ça soit clair avec tout le monde, on va signer ensemble ce contrat aujourd'hui pour que demain, qu'on ne dise pas que non, j'ai été lésé, j'ai été triché. Chacun doit savoir ce qu'il attend lors de cette manche retour. Formateurs et stagiaires se sont séparés dans l'espoir de se retrouver très bientôt sur les pelouses. Cette séance pratique sur le terrain a été l'occasion pour la rédaction sportive de tendre le micro à certains arbitres pour recueillir des informations sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans l'exercice de leurs fonctions. Prenons connaissance de ces quelques difficultés à travers ce dossier de Atou Saba. Il n'y a pas de match de football sans arbitre. Ceci dénote de l'importance de l'arbitrage dans la pratique du jeu. Pourtant, ici comme ailleurs, les arbitres sont comptés au bout des doigts. N'est pas arbitre qui veut, mais qui peut. Un arbitre d'abord, c'est quelqu'un qui doit avoir de très bonnes conditions physiques. Si physiquement vous n'êtes pas au point, je ne sais pas si vous pouvez prendre de bonnes décisions. Pour être pro des actions, il faut être physiquement au point. Et pour pouvoir le faire, il faut un certain nombre d'entraînements par semaine. Il faut s'entraîner, il faut savoir récupérer, il faut une bonne hygiène de pas du sur votre qualité morale que vous employez sur certains matchs.
l'apprentissage de discipline. Le Togo regorge d'un nombre grandissant d'arbitres. Parmi eux, les élites. Ce sont elles qui officient les différents championnats D1, D2, D3, pour ne citer que cela. Ce métier, une passion pour ceux qui l'exercent, n'est pas exempte de difficultés. Et surtout par rapport aux supporters. On a constaté que les supporters ne maîtrisent pas trop les lois du jeu. Donc, à un coup de sifflet, ils interprètent à leur manière et ça amène des fois des conflits sur le terrain. L'attention du public qui des fois nous pose souci et ça aussi c'est dû au manque de formation à leur égard. Des fois avec les joueurs, il y a d'autres qui créent des situations juste pour nous compliquer un peu les interprétations, d'autres c'est pour nous piéger et d'autres bon, ils le font involontairement et des fois si on sanctionne, des fois ils n'arrivent pas à nous comprendre comme il le faut. On y compte également des dames, que ce soit sur le plan national ou international. Sur le plan international, il y a beaucoup d'exigences. Donc, si vous avez la désignation en même temps, ça commence le travail, vous devez multiplier le travail que vous faisiez et pour pouvoir bien répondre à une pression sur nous. Mais Dieu aidant, nous faisions tout pour bien représenter. Pour une saison réussie, il faut beaucoup de sacrifices. L'arbitre doit se surpasser. C'est l'arbitre, toujours, ça retombe sur l'arbitre. Dans les injures, on s'est dit qu'on s'est donné à ce métier, donc on est obligé, on doit surpasser ces injures. Ce que moi je leur ai dit, c'est d'être impartial sur les matchs. C'est qu'il va de leur intégrité. L'arbitre doit être intègre, impartial. Même si ton frère, même père, même mère est dans un jeu, vous ne voyez que la couleur du maillot. Il commet une faute, vous allez donner le carton avant de savoir que c'est votre frère qui a commis la faute. C'est ainsi que doit évoluer un arbitre pour bien accomplir sa mission. Pour cette saison ainsi que celle à venir, les arbitres togolais espèrent voir certaines conditions réunies en vue de leur faciliter la tâche. Je souhaite que les dirigeants forment leurs supporters. Ils peuvent inviter les arbitres de leur zone pour faire certains cours à leurs supporters. Comme ça peut amener à corriger certains conflits sur les stades. Au niveau de l'instance faîtière, comme doléance, je demande à ce qu'on multiplie les formations à notre endroit. On multiplie les formations pour qu'à chaque fois, nous nous formions pour améliorer nos performances sur le terrain. Cette année, 198 arbitres sont retenus pour les championnats de première et de deuxième division. Oui, Président, on vient de les suivre ces différents reportages sur l'arbitrage, les arbitres. Et ce qui revient souvent, les arbitres déplorent le manque d'information ou bien de formation à l'endroit des supporters. C'est important que les supporters soient sensibilisés? Si, surtout les supporters organisés. Parce que quand on parle de supporters, il y a des supporters qui sont là et puis il y a des spectateurs. Donc quand on essaie de cibler les supporters qui sont organisés, on peut les former, on peut leur inculquer la connaissance des lois de jeu. Et ça, par eux, vous savez que ça peut avoir un retombé dans la masse, dans la population, en sorte que ceux qui seront sur le terrain, même si tu es spectateur, tu vas comprendre l'application de ces lois de jeu par les arbitres sur le terrain. Ça va diminuer à peu près les tensions qu'ils créent des fois. Donc il le faut. Et je viens de suivre. Et ça m'a donné encore une idée au niveau de notre mandat de voir comment on peut faire pour accompagner cette doléance des arbitres-là. Si nous avons les moyens et que ça nous permet, on peut essayer d'organiser ces genres de rencontres avec certains supporters des clubs qui sont dans nos juridictions. On va leur demander de nous envoyer certains de leurs supporters organisés et on va inviter les arbitres aussi à échanger avec eux, à leur donner certaines connaissances. C'est très important. Oui, au niveau des arbitres même, ils souhaitent d'amples
formation à leur endroit, parce que on sait tous que chaque jour ou bien chaque moment, les lois du jeu, ça change. Donc, il faut de temps en temps, très souvent, organiser des formations à leur endroit pour leur permettre de faire la mise à jour. Je viens de le dire, ce n'est qu'un recyclage. Ils sont formés, ils sont là, ils appliquent les lois du jeu, mais il faut les recycler de temps en temps. À chaque fin de saison, la FIFA envoie une modification des lois de jeu. Ça peut concerner une loi, et par là, il faut leur rappeler, les recycler, leur faire connaître ce changement afin qu'ils puissent l'appliquer sur le terrain. Et la formation, c'est important, je l'ai dit. Nous ne parlons pas, la plupart de nos amis ne parlent pas le même langage. Et si on arrive à rendre les choses uniformes, on va parler univoque, on parlera le même langage sur le terrain. Et je pense que ça va essayer de diminuer puis un peu les tensions qui naissent au cours de certains matchs. Voilà. Donc la formation, elle est importante. C'est la première des choses que nous avons dit. Nous avons essayé de faire de notre possibilité pour que cela ce rêve devienne une réalité, qu'on arrive à le faire. Voilà, Président Adoté, est-ce que vous, à votre niveau, vous rencontrez ces genres de défis aussi au niveau de l'arbitrage? Oui, chez nous, c'est plus crucial parce que c'est le coup de poing. Voilà. L'arbitre doit savoir, ou bien le juge. Nous avons l'arbitre comme les juges, comme au minimum 3. L'arbitre est là, il doit avoir également 3 juges pour juger un combat. Et donc, c'est très important qu'il soit là. Nous disons que chaque club doit avoir un arbitre pour savoir exactement comment l'entraîneur et le bosseur aussi doivent savoir quels sont les coups chez nous en boxe, quels sont les coups il faut donner qui posent des points. Ce n'est pas n'importe quel coup qu'on donne des points. Voilà. Si le coup vient de là, vous n'avez rien. Ça doit être au bout des doigts que vous envoyez. Donc, c'est quand l'arbitre, il y a les règlements qui ont changé, l'arbitre doit venir inculquer ces règlements aux athlètes, aux entraîneurs, pour qu'ils puissent vraiment l'approprier et avancer. Je pense que c'est de la même façon. Les clubs de football aussi peuvent avancer. À leur entraînement, les arbitres peuvent s'entraîner avec eux, siffler l'entraînement pour eux et leur donner les informations qu'il faut. Je suis d'accord avec le président d'inculquer quelques notions de règlement aux supporters pour que les euphories, les attaques qui arrivent avant et après le match ne puissent pas se passer. C'est très important. Voilà, tout autre sujet à présent, je le disais, la reprise du championnat national de football de première division, la D1 Le NATO, c'est ce samedi et ça continue demain. Donc je vous donne à présent le programme de la journée de cette 14e journée. Ce samedi, au terrain municipal de Kara, l'Esbina recevra Doumbé de Mango à Lomé, précisément sur le terrain de Bossime. Entente de l'AS Barracuda vont s'affronter. Demain dimanche, l'AS OTF fera le déplacement à Kara pour jouer l'ACK au stade Ouelou. Au stade municipal de Kara, Asco sera face à Espoir de Zior. À Sokodé, Unisport croisera le crampon avec Gomido FC. L'AS Tambo va défier sur le terrain de Bossime l'étoile filante, toujours demain. À Nero, au stade municipal Anani Chardé, l'AS Boblessou offrira son hospitalité à CDF Aknov. Voilà pour le programme de cette 14e journée qui démarre aujourd'hui. Oui, Président, laquelle des rencontres que vous allez suivre ou bien qui vous chante? Tout à l'heure, quand je vais quitter ici, je ferai une fois de me rendre à Bossime pour suivre le match. Il y a tant d'eux. Ouais.
Entente de l'AS Barracuda. Et Barracuda. Demain, il y a encore à Lomé. Oui. Toujours à Gossimé. Toujours à Gossimé, Étoile filante et je pense que c'est Étoile filante. C'est comment on appelle ça, l'AS Tambo qui va défier Étoile filante Tambo. Demain à Gossimé. On ira tous suivre et voir comment les matchs vont se dérouler. Voilà qui est bien dit. Ils sont nombreux, ces joueurs talentueux qui jouent à de différents postes dans le championnat national de football de première division, la D1 Lonato. Parmi eux, Coco Aziadvo, le milieu de terrain de l'ASCO de Kara. Aujourd'hui, la division des sports de la télévision togolaise met un coup de projecteur sur lui. Coco Aziadvo de Petit Piment, son club formateur à l'ASCO de Kara, le chemin est tracé. C'est un dossier signé Jean Kofi Ededji. La division d'élite togolaise regorge de joueurs. De bons joueurs à n'en point douter et en nombre suffisant. Que ce soit en défense, en milieu de terrain qu'en attaque, ces joueurs brillent par leurs prestations et continuent d'écrire chacun sa propre histoire, séduisant coéquipiers, coachs, dirigeants et supporters. Au sein de l'effectif de l'association sportive de la COSA ASCO réside un, son nom Coco Aziadvo, poste milieu offensif. Arrivé au club en 2024, Coco passe sa première saison avec les Condona. Un but de talent, Coco continue de marquer les esprits. Titulaire incontesté, il est le métronome du milieu de terrain qu'il anime avec dextérité. Le joueur de 22 ans connaît une ascendance fulgurante. Il a démarré en 2009 avec Petit Piment, un club de sa localité natale, en 2009 quand il avait 7 ans. Il aimait le football depuis l'enfance. Donc depuis son enfance, je dirais qu'on a vu un talent en lui. Il y a un talent qui est dans la famille et qui est remarquable. Donc ce petit, lui aussi, il fait la différence. Depuis l'enfance, il jouait parmi les grands et quand vous le voyez avec le ballon, il est vraiment à l'aise. Donc je dirais que c'est un petit qui est né avec le football. La pépite grandit au sein de ce club d'AHP et finit par atterrir à Arabia FC de Tabligbo, un club de deuxième division quelques années plus tard. Âgé de 18 ans à l'époque, Coco a évolué avec Arabia FC où il signa son premier contrat. Le président du club Petit Piment, le principal formateur de Coco, le Nigérien Edwin, raconte. Coco Aziadvo, c'est un enfant que j'aime beaucoup. Il joue comme Messi ou bien Neymar comme ça. Le premier jour que j'ai trouvé à Aziadvo, je sais bien qu'il va arriver là où il est aujourd'hui. Au moment du Covid-19 là, on a reçu sans entraînement. Quand Arabia a commencé sans recrutement, je négociais avec son secrétaire. Je lui emmenais là-bas chaque matin et chaque soir. À la fin, le dirigeant d'Arabia m'a appelé. Il va intégrer le petit dans Arabia. Mais pour un peu, au moins 2 saisons, pour voir comment il va développer. 2 saisons à Tabligbo, 2020-2021 et 2021-2022. Il fit un travail remarquable au cours de la 2e saison avec 5 réalisations. Beaucoup de clubs à sa trousse. En fin de contrat, Coco choisit Espoir FC de Zio. Le joueur va donc signer le 2e contrat de sa carrière, son premier en première division. 2 saisons avec Espoir de Zio, 2022-2024. Ce n'est pas un contrat de haut niveau, mais ce qui est essentiel, c'est pour développer le talent de ces joueurs. Donc, on négociait, il commençait avec Espoir de Chevier. À Chevier, il fait encore plus de preuves et a contribué énormément au maintien du club en D1. 7 buts dont malgré tout, fin saison 2024, Coco est appelé à renforcer l'effectif du club champion ASCO de Kara. En fin de contrat avec le FC Espoir, il répond favorablement à la demande de l'ASCO, d'où son contrat de 2 saisons, 2024 à 2026. Ici, il démarre avec un doublé face à Bourlessou et augmente son compteur à 4 buts, dont un contre Gomido et un autre contre AC Barracuda, durant la phase allée 2024-2025. Il est également auteur de 2 passes décisives. Pour la phase retour, Coco, le 225, est très attendu. Aziadvo Coco est un milieu de terrain de l'ASCO de Kara. C'est un coéquipier depuis fort longtemps, on se connaît depuis.
et on vient de se croiser à l'ASCO de Kara. On a l'habitude de l'appeler le feu pour sa bonne qualité de frappe. Donc, c'est un milieu qui sait dribbler, qui sait déborder, qui sait marquer. Pour ça, la phase aller, il a marqué 4 buts et 2 passes décisives. Et on espère le voir plus que ça à la phase retour. C'est un coéquipier qui est très en forme. Je peux le confirmer, il est très en forme, pas aller. On espère le voir encore. Et phase retour pour nous donner le bon. Tout talent en football, Coco nourrit des ambitions. Je souhaitais que la phase retour sera mieux que ce que phase aller. Je souhaitais qu'à la fin de saison, pour signer un contrat et revenir aider l'équipe nationale. Vivement que ce talent soit mis à profit pour apporter sa petite contribution à l'équipe nationale. Coco pourra contribuer à renforcer le milieu de terrain des éperviers. Nous sommes Togolais et nous aimerions vraiment qu'il porte quand même le maillot de ce pays un jour et qu'il aille à l'extérieur jouer. Et pourquoi, comme on voit aussi aujourd'hui les Neymar, les Messi, ils sont aussi sortis des familles, aussi pas plus aisés que ça, mais aujourd'hui ils sont arrivés quelque part. Nous voulons aussi que lui aussi, il aille loin. Surtout au niveau des blessures, que de lui protéger à 100%. Mon premier objectif, que Azarvo un jour, il va jouer avec l'équipe nationale du Togo. Bon, après ça, au nom de Dieu, il va aller en Angleterre ou France. Bon, bref, Europe. Et comme tout oiseau rare, le joueur est à la quête de clubs au-delà des frontières du Togo pour monnayer son talent dans les grands championnats de la planète. Oui, Président, votre appréciation par rapport à ce reportage sur ce jeune Coco Aziadouva, milieu de terrain de l'ASCO? Oui, ce sont des choses qu'il faut multiplier et que ça ne s'arrête pas seulement sur ce joueur. Ça donne plus de visibilité à nos joueurs, même sur le plan continental. Et je pense que ce que vous venez de faire, de développer par rapport à son image, certains seront déjà intéressés à sa prestation. Il peut lui faire un clin d'œil où il peut sortir pour aller faire des tests. Et c'est fluctuant. Alors là, on aura encore un plus à l'extérieur qui peut revenir maintenant nous donner ou bien alimenter notre équipe nationale. Voilà. Mais déjà, aujourd'hui, on peut le suivre de près toujours pour l'intégrer dans l'équipe A'. Moi, c'est une proposition qui, pour voir son évolution et permettre d'intégrer d'ici peu l'équipe A. C'est aussi ça le championnat, le rôle du championnat, révéler des joueurs talentueux de ce genre. Oui, c'est pourquoi il a dit que ça ne s'arrête pas seulement sur celui-ci, mais que ça continue. Il faut détecter encore d'autres, leur donner de visibilité, les encourager et aussi que cela ne soit pas ne fait pas que ces joueurs aussi se considèrent comme déjà une star et baisser la garde. Voilà. Donc, avec ça, c'est une promotion qu'on est en train de leur faire. Ils n'ont qu'à garder leur élan, leur dynamisme pour pouvoir atteindre le haut niveau. C'est ce qu'on leur souhaite et que vous continuez toujours pas à détecter pour nous ces joueurs-là et les accompagner pour un lendemain meilleur de notre football. Oui, Président, un mot sur ce reportage. Bon, je m'aligne sur le président. Je pense que ce n'est pas un début et une fin. Ça doit se continuer. On ne doit pas le laisser. Le suivi doit être continuel. Et d'autres ne s'arrêtez pas seulement sur le football. Nous sommes d'accord que le football est le sport populaire au Togo, mais il y a d'autres disciplines comme la boxe, basket, le volley. Il y a aussi des talents là que vous pouvez lancer pour nous. Je pense prochainement, nos prochains entraînements, même au Gala, nous allons vous inviter. Vous venez voir le talent que nous avons. Il n'y a même pas de souci, on sera là, Président. Voilà, tout autre sujet à présent. Depuis le week-end dernier, les rideaux sont tombés sur les championnats sportifs de l'Université de Lomé, édition 2025. En finale de football disputé, la faculté des sciences de l'homme et de la société FSHS a pris le dessus sur son homologue des lettres, langues et arts, la FLA, sur un score d'un but
à 0. Voilà, la compétition, quant à elle, s'est refermée sur la traditionnelle cérémonie de récompense au cours de laquelle les différents vainqueurs ont reçu médailles et trophées. Ségine Raimondo. Après la pelouse, direction Seine-Bella-Bello pour le Graal. Des récompenses aux meilleurs athlètes et équipes victorieuses. Les acteurs ont ainsi eu des médailles en or, en argent et en bronze, symbole de leur travail acharné et de l'esprit de compétition. Les performances de certains étudiants ont particulièrement été remarquables, à l'instar du meilleur buteur et de la meilleure buteuse de la compétition, qui sont revenus respectivement à Koumaka Briand et Bunju Nadia, tous deux de l'Institut national de la jeunesse et des sports, avec 12 et 13 buts. Au football, la faculté des sciences de l'homme et de la société remporte le titre après une finale palpitante contre l'équipe de la faculté des lettres, langues et arts. En athlétisme, Yoagbati Macman de la faculté des sciences économiques et de gestion domine les 1500 mètres. Au volleyball masculin et féminin, la faculté des sciences de la santé s'adjuge la médaille d'or. À l'heure du bilan, certains étudiants déplorent l'absence des instituts et écoles privées dont la présence aurait donné un impact plus significatif. C'était d'abord une organisation qui était mal parce qu'il n'y avait pas les écoles privées dedans. C'est seulement un tournoi qui réunissait les facultés publiques de l'université. Or, je voulais que les établissements privés puissent jouer avec nous, mais bon, hélas, ils n'étaient pas là. Une préoccupation à laquelle la deuxième vice-présidente de l'université de Lomé, professeur Kafui Pegba, apporte des éclaircissements. Vous savez qu'actuellement même se déroule le championnat national, scolaire et universitaire. À ce niveau, tout le monde est présent, et les universités publiques du Togo, Kara à Lomé, et les universités privées, de même que les lycées, collèges publics et privés. Là, c'est un brassage national. Nous faisons le championnat universitaire, c'est Université de Lomé. Et c'est une question de gestion avant tout. Donc, mettre nos étudiants ensemble. Et ça nous permet déjà de sélectionner les équipes qui iront nous représenter à la nationale. Donc, c'est aussi ça l'enjeu. Mais une fois que ça c'est terminé, nous rentrons dans le championnat national avec des étudiants de l'université de Lomé aguerris qui ont fait effectivement on peut dire que c'est l'échauffement pour nous avant de rentrer dans les championnats nationaux. Les rideaux sont tombés sur les championnats sportifs de l'université de Lomé. Place à présent au Grand 8, un tournoi à élimination directe regroupant les 8 meilleures équipes du championnat universitaire, écoles et instituts supérieurs confondus. Oui, Président Wapo, à l'université, on ne forme pas que des élèves sur la vie ou bien sur des formations, des filières, mais il y a aussi le sport, en l'occurrence le football, le basket, qui permet aux jeunes de... Voilà. Non, vous savez que je peux donner l'exemple des États-Unis. C'est déjà au niveau des collèges que les universités viennent chercher les talentueux en basket, en sport, je dirais, en athlétisme. Et on leur donne déjà des bourses. Voilà. Et ils évoluent et ils viennent continuer leurs études dans ces universités. Et ils représentent ces universités et à la fin, ils rentrent dans les grandes écoles. Je pense que la même chose bientôt au Togo. On aura cette possibilité. Oui, Président. Oui, c'est une bonne initiative. Et moi-même, j'avais passé par là. J'avais joué pour la FASEG durant tous mes séjours à l'université de Lomé, où nous sommes toujours vainqueurs.
Mais depuis quelque temps, Faseg bon, a été détrôné. Hein? Trop. Souvent, la finance, Faseg est faculté des lettres. Des lettres. C'est pas lettres, c'est droit. Voilà. Souvent, c'est ça. Mais je pense qu'ils ont continué toujours pas à animer cette activité. C'est bon, c'est une bonne chose. Et les joueurs, les grands joueurs sortent aussi par là. Mais il faut que certaines disciplines aussi soient intégrées. Parce que en citant les disciplines, il y a certaines disciplines qui n'ont pas trouvé leur jus à travers ces activités, ces prestations, cette organisation. Je veux doiter ou bien je veux aller droit, par exemple, maintenant en disant que le boxe n'a pas été organisé. Alors qu'il peut y avoir des grands à l'université, là, on peut trouver un étudiant qui aime le boxe. Est-ce que c'est un problème d'organisation ou bien c'est l'organisation qui n'avait pas pris en compte la bourse, la discipline, ou bien il n'y a pas des étudiants qui pratiquent la discipline? Non, ça je ne sais pas. Mais c'est nous. Ouais, voilà. Nous devons faire le premier pas vers eux. Voilà. Pour qu'on puisse intégrer, leur fournir les matériels qu'il faut. Il faut que chaque école ait au moins quelques boxeurs. On les forme d'abord avant de... L'idée m'est déjà arrivée de les approcher. Voilà. Pourquoi pas l'université de installer un ring. Immédiatement pour commencer à s'entraîner. Tout autre sujet, et on va clore le magazine avec ce sujet, je le disais dès l'entame de l'émission, la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 s'est achevée depuis mardi 26 mars dernier. Si aucune nation africaine n'a encore sa qualification, il convient de mentionner que certaines équipes continuent leur marche en avant. Le point avec Laurent Roumavon. Dans le groupe A, l'Égypte de Mohamed Salah a assuré l'essentiel face à la Sierra Leone 1-0. Avec 5 victoires en 6 matchs, les Pharaons confirment leur statut de leader et s'approchent d'un retour à la Coupe du Monde après leur dernière participation en Russie en 2018. Derrière eux, le Burkina Faso, 11 points, reste la seule équipe encore en course pour la première place. Les étalons devront réussir un sans faute lors des prochaines journées pour espérer coiffer l'Égypte au poteau. Coup de tonnerre dans le groupe B, celui du Togo. La RD Congo a réalisé une belle opération en s'imposant en Mauritanie 2-0. Profitant d'un match nul du Soudan contre le Soudan du Sud 1 but partout, les Léopards prennent la tête du groupe avec 13 points. Un de plus que le Sénégal, vainqueur du Togo 2-0. La qualification se jouera entre 3 équipes, la RDC, le Sénégal et le Soudan, alors que le Togo, la Mauritanie et le Soudan du Sud voient leurs chances s'amenuiser. Dans le groupe C, l'Afrique du Sud semblait bien partie après 2 victoires consécutives, soit 13 points, prenant la tête devant le Rwanda, le Bénin et le Nigeria. Mais un coup de théâtre pourrait rabattre les cartes. La FIFA examine une réclamation du Lesotho qui accuse la Fédération sud-africaine d'avoir aligné Tebo Mokoena malgré une suspension lors de la 5e journée. Si la FIFA donne raison au Lesotho, l'Afrique du Sud pourrait perdre 3 points, relançant totalement la course à la qualification. Déjà à la peine, le Nigeria 4e avec 7 points devrait cravacher pour espérer voir le mondial. Le Cap-Vert continue de surprendre. Grâce à sa victoire 2-1 face à l'Angola, les requins bleus prennent seuls la tête du groupe D avec 13 points devant le Cameroun. Après un décevant 0-0 face à l'Eswatini, les Lions indomptables ont réagi avec une victoire convaincante contre la Libye 3-1. Toujours en course pour la qualification, ils devront faire un parcours sans faute pour espérer revenir sur le Cap-Vert. La Libye 8 points et Angola 8 points sont légèrement décrochés. Sans surprise, le Maroc continue de dominer le groupe E. Vainqueur de la Tanzanie 2-0, les Lions de l'Atlas signent un sans faute avec 5 victoires en 5 matchs. Les demi-finalistes du dernier mondial ont déjà un pied aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Derrière eux, la Zambie et le Congo tentent de suivre le rythme, mais la hiérarchie semble bien installée. Avec 16 points en 6 matchs,
la Côte d'Ivoire conserve son statut de leader du groupe F après une courte victoire face à la Gambie 1-0. Mais le Gabon reste au contact. Grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang contre le Kenya 2-1, les Panthères comptent 15 points et peuvent toujours rêver d'une première qualification en Coupe du Monde. Le choc Côte d'Ivoire-Gabon en septembre s'annonce déjà comme un tournoi décisif pour la qualification. Dans le groupe G, après avoir manqué les Coupes du Monde 2018 et 2022, l'Algérie semble bien partie pour retrouver les grands rendez-vous mondiaux. Les Verts ont surclassé le Mozambique 5-1 et occupent la première place avec 3 points d'avance sur l'adversaire du jour. Encore 4 journées à jouer, l'Algérie a son destin en main, mais devrait rester vigilante. Face à un solide Malawi, la Tanzanie a assuré l'essentiel 2-0. Grâce à cette victoire, les Aigles du Carthage conservent la tête du groupe H avec 4 points d'avance sur la Namibie. Habituée à gérer les qualifications, la Tunisie ne semble pas en danger. Avec une élimination surprise des qualifications à la CAN 2025, les Blastars du Ghana ont retrouvé leur efficacité. Avec une victoire nette face à Madagascar 3-0, ils reprennent la tête du groupe I. Jordan Ayew, auteur de 3 passes décisives, et Thomas Partey, auteur d'un doublé, ont mené leur équipe vers un succès capital. Mais les Comores, vainqueurs du Tchad 1-0, restent à 3 points seulement. Avec encore 4 journées à discuter, tout reste possible. Certaines équipes devront impérativement briller en septembre pour rester dans la course au mondial. Le sprint final est lancé. Voilà, le sprint final est lancé. Merci à Laurent pour ce round-up de cette 6e journée des éliminatoires du mondial 2026. Oui, président, on l'a vu, le Togo dans le groupe B. On va dire, c'en est fini pratiquement pour nous. Il n'y a plus à espérer grand-chose par rapport à ces éliminatoires. Bon, comme vous venez de le dire, vraiment, il n'y a plus rien à espérer. L'écart est trop grand par rapport à la... Les trois qui partagent la tête... Bon, on va essayer de faire pour ne pas se faire ridiculiser. On termine en beauté. Le reste des 2 matchs qui sont, ou bien 4 matchs qui sont devant. Donc c'est tout ce que je peux dire. On a raté notre chance la fois dernière, surtout à Lomé. Face à la Mauritanie. On a fait 2 buts partout contre la Mauritanie. C'est la Mauritanie, contre la Mauritanie. Et surtout au Sénégal, on a aussi eu l'occasion de faire quelque chose de bien. Et surtout que le Sénégal n'avait pas joué. Mais on a laissé aussi passer cette chance. Alors là, on va faire avec et toujours continuer par travail pour nourrir notre football des joueurs de bonne volonté, capables de rivaliser sur le continent et faire de notre football un football meilleur dans le continent. Oui, président Kouakou, c'est quand même frustrant de voir que notre équipe à chaque fois se fasse éliminer comme cela ou bien recule comme cela quand il s'agit des campagnes pour les compétitions continentales. Je pense que nous ne devons pas nous désespérer. Nous étions à un niveau, nous évoluons, nous venons d'avoir un nouveau sélectionneur. Et ça fait 2e ou 3e match. Je pense qu'il a besoin encore de temps pour travailler avec nos joueurs. Le grand mal, c'est que la plupart de nos joueurs ne sont pas compétitifs. Il faut que nos joueurs soient compétitifs dans leur club. Je pense que ça nous apportera plus de chances à évoluer. Mais l'essentiel, nous ne devons pas nous désespérer. Je pense qu'un jour, le déclic nous arriverait et nous quitterons. Dans les années 80, je me rappelle de paix à son âme, Gueslu Gueler. Je pense que l'ossature de notre équipe nationale était fondée sur 2 clubs du pays, Agaza et Semassi. Et sur ces 2 clubs, les meilleurs joueurs des autres sont venus s'associer. On était qualifiés pour la CAN 1984
en Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas refaire ces expériences? Le meilleur club, ce moment au Togo, à Lomé qui joue bien le championnat. On prend les meilleurs et on associe les professionnels qui sont à l'extérieur. Je pense que nous pourrions avoir de gains de cause. Voilà, c'est sur ces mots que malheureusement le temps imparti à cette émission tire à sa fin. Donc c'est sur ces mots que va prendre fin le magazine d'aujourd'hui. Merci Président. Merci Madame. Merci. Oui, merci Président. Merci. Je souhaite une très belle journée demain pour le sport, la paix et le développement. Voilà. Comment que je ne pourrais pas faire le déplacement, je souhaite un très bon voyage à toute l'équipe du ministère et que la fête soit belle à Montblanc. Amis sportifs, c'est tout pour Sport et Détente de ce samedi. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à la réalisation. Merci à la chef d'édition, Sergine Raimondo, et à l'ensemble de la régie technique. Ne changez surtout pas de chaîne parce que nos programmes se poursuivent. Bon week-end à vous. À la prochaine.